j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un update lecture et je vais vous parler de 6 livres qui font partie de mes derniers livres lus. Je commencerai d'abord par vous donner mon avis sur The Air It Breathes, puis je vous dirai ce que j'ai pensé du tome 5 de Gardien des Cités Perdues. Ce sera ensuite au tour du tome 2 du Dernier Jardin. Je vous présenterai le premier roman graphique que j'ai pu lire qui s'intitule L'étrange voyage de Théo Gossin. Il sera ensuite temps de vous parler du tome 2 de Sexy Lawyers. Et pour terminer, je vous dirai ce que j'ai pensé du premier tome de Red Rising. Le premier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo aujourd'hui n'est pas n'importe quel livre, il s'agit du premier tome de la saga Elements, écrit par Brittany Cherry, et ce premier tome s'intitule The Air It Breathes. Il est sorti chez Hugo Roman dans leur collection New Romance il y a déjà pas mal de temps, et ma copine Althea me l'avait offert pour l'un de mes derniers anniversaires. Et il faut que je vous dise une chose, c'est que 98% de mes lectures sont définies à l'avance, que ce soit des services presse, des lectures communes ou les livres que je tire dans ma saga Book Jar ou encore mes livres issus de mes piles à lire de saison, ce qui laisse peu de place finalement au fun et à l'improvisation. Et du coup un beau jour je me suis dit bon, j'en ai marre d'avoir que des lectures entre guillemets un petit peu obligatoires. Et je me suis postée devant ma bibliothèque et je me suis dit vas-y ma grande, choisis le livre que tu veux, celui qui te tente le plus à l'instant T. Et mes yeux se sont posés sur ce livre-là et je me suis dit toi, j'ai très envie de te lire. Du coup je me suis casé cette lecture impromptue et je ne l'ai absolument pas regrettée puisqu'elle a signé rien de moins que mon premier coup de cœur de l'année. Cette histoire est une histoire vraiment triste, c'est l'histoire de Elisabeth et Tristan qui sont tous les deux voisins dans la même petite ville, et ce n'est pas leur seul point commun puisqu'ils ont tous les deux perdu des membres de leur famille. Donc Elisabeth a perdu son mari tandis que Tristan a perdu sa femme et son fils. J'ai ressenti énormément d'émotions en lisant ce livre, ça a provoqué en moi un véritable petit cataclysme, c'est-à-dire que j'ai pas mal de fois pleuré et ça devient assez rare lorsque je pleure pendant mes lectures. Je me suis sentie hyper émue, il faut dire que la plume de l'auteur est assez percutante. Heureusement, il y a la meilleure amie d'Elisabeth qui est une fille un petit peu délurée et très portée sur la chose, ce qui permet de passer rapidement du rire aux larmes, parce que s'il n'y avait pas eu ce personnage-là, je crois que ce récit aurait été encore plus déprimant. Il faut dire que le thème de cette histoire, qui est donc le décès, le fait de faire son deuil, etc., c'est un thème qui me perturbe beaucoup. Il faut dire que je fais partie de ces personnes qui a vraiment très peur de la mort, qui a beaucoup de mal à l'accepter. Ce récit, c'est également un récit qui porte sur la reconstruction de soi, et on se doute que ça va être un chemin long, périlleux, semé d'embûches. Tristan et Elisabeth sont deux personnages qui m'ont profondément plu, profondément marqué, même s'ils ne font pas toujours les bons choix, même si ce qu'ils font est parfois à la limite du malsain. On ne peut pas leur jeter la pierre tout simplement parce que voilà, je n'ai pu que compatir à leur souffrance, je n'ai pu que les comprendre. Donc en résumé, The Air It Breathes, c'est un livre dur, poignant, touchant, avec quelques petits traits d'humour heureusement pour égayer l'ensemble. L'histoire m'a beaucoup plu, certains éléments de l'intrigue sont assez prévisibles, mais il y a quand même certains éléments à la fin que je n'avais pas vu venir et que j'ai donc apprécié découvrir. Quoi qu'il en soit, pour ce livre-là, c'est un gros coup de cœur. Je vais passer un petit peu plus rapidement sur le prochain livre dont je vais vous parler tout de suite, qui est le tome 5 de Gardien des Cités Perdues, écrit par Shannon Messenger, qui m'a gentiment été envoyé par les éditions Lumen. Pourquoi est-ce que je vous dis que je vais passer rapidement là-dessus ? C'est parce qu'on est déjà au tome 5 et que je n'ai absolument pas envie de vous spoiler certains éléments de l'intrigue. C'est une saga pour la jeunesse, une saga fantastique et l'une des meilleures sur le marché actuellement. On est dans un univers peuplé d'elfes et on fait la connaissance dans le tome 1 de Sophie Foster, qui va découvrir qu'elle est elle aussi une elfe alors qu'elle se croyait humaine depuis toutes ces années. Tous les elfes possèdent des pouvoirs, mais Sophie, elle, en est particulièrement bien pourvue. Le premier tome, je l'avais bien aimé, le second tome un peu moins, mais à partir du troisième, j'ai trouvé que cette série se bonifiait vraiment avec le temps. J'ai même eu un coup de cœur pour le tome 4, alors je m'attendais à ce que ce soit la même chose pour ce cinquième tome. Ça n'a pas été le cas, mais laissez-moi vous
vous dire qu'il était quand même particulièrement excellent. Je lui ai mis la note maximale, soit 5 sur 5. Ce que j'apprécie particulièrement dans cette saga, c'est l'espèce d'entraide qu'il y a entre Sophie et ses amis. Sophie n'est pas livrée à elle-même, alors certes c'est toujours les enfants qui doivent un petit peu se sortir du pétrin, et les adultes quant à eux ont vraiment une place un petit peu plus secondaire, un petit peu plus en retrait dans ce récit, comme bien souvent dans les sagas jeunesse on va dire, mais j'aime le fait que chacun des amis de Sophie serait prêt à se sacrifier et à donner sa vie pour pouvoir protéger la sienne. Je trouve ça hyper touchant, d'autant que tous ces personnages secondaires, moi je les adore. Ce 5e tome est le plus épais de la saga, il possède 665 pages et pourtant laissez-moi vous dire que j'en suis venue à bout très rapidement tellement c'est une fois de plus bien rythmé et particulièrement fluide. Il se passe rebondissement sur rebondissement, révélation sur révélation, bref on ne s'ennuie pas. J'ai vraiment adoré cette suite de saga. Alors on le sait tous, on est bien d'accord, surtout quand on est sur Booktube, c'est hyper facile de commencer des tomes 1 à la pelle, mais quand il s'agit de continuer nos sagas en cours, voire de les terminer, il n'y a plus personne. Du coup j'ai réussi à me motiver avec ma copine Béa pour que nous nous lancions dans la lecture commune du tome 2 de cette trilogie qui s'intitule Le Dernier Jardin. C'est écrit par Lorraine de Stefano et publié aux éditions Castelmore. Nous avions lu ensemble déjà le premier tome en juin 2016 et du coup ça y est, nous avons réussi à nous caser le tome 2. Je ne doute pas que le tome 3 passera à la casserole d'ici la fin de l'année. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette trilogie, pour ma part je la vois très rarement sur YouTube et je la vois très rarement sur la Blogo. Bon, il faut dire que ce sont des livres qui ont déjà quelques années. Du coup je vais vous expliquer un petit peu le contexte de cette histoire. On est dans un univers dans lequel le cancer n'existe plus, on est quasiment plus malade, mais le revers de la médaille c'est que les scientifiques, à force de bidouiller un petit peu les gènes humains, ont fait en sorte que la nouvelle génération meurt très rapidement. C'est une société où l'espérance de vie est aussi réduite. L'objectif principal pour tout le monde c'est de se marier le plus rapidement possible, voire de faire des mariages polygames et de faire le plus de bébés possible dans la foulée. L'héroïne de cette histoire, qui s'appelle Rin, a été kidnappée dans le premier tome et elle a dû épouser de force un jeune homme qui s'appelle Linden, qui a pris 2 autres épouses. Donc ce roman porte bien son nom, il s'intitule Fugitive et effectivement il va illustrer un petit peu la fuite de Rin à travers le pays. Là on est vraiment dans la violence, dans un climat assez sordide avec des drogues, avec beaucoup de dérives. Ce que j'apprécie vraiment dans cette histoire c'est qu'on a une nette cassure entre l'ambiance et l'environnement du premier tome et l'ambiance et l'environnement du second. En dépit de ça, j'ai mis la note de 3 sur 5 à ce livre pour la simple et bonne raison que moi j'ai un petit problème avec les personnages de cette histoire. Ils sont assez fades, je suis persuadée que d'ici quelques années, j'aurai vraiment tout oublié ou presque de cette histoire. À mon sens, il manque vraiment de charisme. En résumé, du bon et du moins bon, j'attends vraiment de pouvoir lire le 3e et dernier tome de cette trilogie afin de me faire un avis plus général sur cette histoire. J'ai été contactée il y a quelques temps de ça par les éditions Underground, qui est une petite maison d'édition française, qui m'ont proposé de regarder dans leur catalogue ce qui me ferait plaisir et de pouvoir le lire. Donc j'ai notamment jeté mon dévolu sur L'étrange voyage de Théo Gossin. C'est écrit et dessiné par Malric. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi cet ouvrage ? Tout simplement parce qu'il est estampillé graphic novel aux accents fantastiques et steampunk, et personnellement je n'avais encore jamais lu de roman graphique et j'avais très envie de tenter l'expérience. Donc c'est un très joli objet livre, je dois dire que je ne suis absolument pas déçue ni du format ni des dessins. La couverture, je m'attendais à ce qu'elle soit rigide, mais en réalité elle est très souple et extrêmement douce et lisse. Et quand on l'ouvre, on voit qu'on a certaines pages comme cette double page qui est vraiment très fournie en matière de texte, tandis que d'autres doubles pages en sont un petit peu moins pourvues. Mais je dois vous dire que bon, on a quand même de quoi faire niveau lecture, là il n'y a pas de problème. Maintenant, concernant l'histoire à proprement parler, on va découvrir Théo, qui est un artiste qui est un petit peu malade. Il suit un traitement qui lui permet de bloquer toute sa créativité et il vit vraiment comme un reclus à l'intérieur de son atelier. Un beau jour, il va décider d'arrêter son traitement du jour au lendemain
et de sortir à nouveau pour redécouvrir le monde qui l'entoure. Et lors d'une de ces balades, il va faire la connaissance d'une jeune femme qui va lui abandonner sa valise avant de disparaître mystérieusement. Et dans cette valise, Théo va découvrir un plan, donc une espèce de carte, qui va lui permettre de trouver le chemin menant à une espèce de lieu légendaire qui s'appelle Hospitalia. Cette histoire, c'est donc l'histoire d'un voyage. J'ai trouvé que Théo était un personnage assez courageux et assez déterminé également. Je dois vous dire que j'ai lu ce roman graphique à toute vitesse. En même temps, il n'y a pas tant de texte que ça, donc ça va relativement vite à lire. Maintenant, j'ai bien apprécié ma lecture. Je lui ai mis la note de 3 sur 5. Mais je reste un petit peu sur ma faim, c'est clairement un premier tome, un tome d'introduction. On nous met un petit peu en scène le personnage et ce qui se passe dans cet univers. J'ai bien aimé que le récit oscille un petit peu entre réalité et fantasme. On a voilà, un aspect réaliste qui côtoie un aspect plus fantastique, limite onirique. C'était un joyeux mélange, un mélange assez étrange, mais encore une fois, ça manquait peut-être un petit peu d'action, ça manquait peut-être un petit peu plus de dynamisme. J'espère trouver tout ça dans le second tome qui devrait sortir cette année. Je me suis ensuite plongée avec délectation dans le tome 2 de la trilogie de Emma Chase intitulée Sexy Lawyers, qui m'a gentiment été envoyé par la maison d'édition Hugo Roman. C'est un livre qui est publié dans leur collection New Romance et qui met en scène une bande de collègues avocats qui officient à Washington DC. Et dans ce tome 2, on fait la connaissance de Jack, qui est un trentenaire. C'est un brillant avocat qui est vraiment passionné par sa carrière. Il enchaîne les relations, c'est un vrai don Juan, mais il n'a pas du tout envie d'entamer une histoire vraiment très sérieuse. Il cherche pas spécialement à se poser, il veut vraiment profiter au jour le jour de toutes ses conquêtes. Parce que pour lui, ce qui prime avant tout, c'est sa carrière. Il est extrêmement ambitieux. Sa vie va être complètement chamboulée le jour où il va faire la rencontre de Chelsea, qui est une jeune femme dynamique qui a 26 ans et qui doit s'occuper de ses 6 neveux et nièces depuis que son frère et la femme de ce dernier sont décédés dans un accident de voiture. Mais voilà, est-ce que Jack est vraiment prêt à faire entrer dans sa vie une femme et une ribambelle d'enfants? Autant vous dire que j'ai adoré ce tome 2, je lui ai mis la note maximale 5 sur 5. C'est passé à un cheveu du coup de cœur. Ce qui m'a beaucoup plu en comparaison du premier tome, c'est que là on est vraiment à Washington, on est vraiment dans le milieu d'avocats, on découvre quelques ficelles du métier. Ça m'avait vraiment manqué dans le premier tome parce que bon, c'est une trilogie qui s'intitule quand même Sexy Lawyers. Au bout d'un moment on s'attend quand même à être un petit peu au tribunal, un petit peu dans les bureaux, et là vraiment on y était, on a découvert plusieurs affaires et j'ai trouvé ça hyper fun. Jack est un personnage gentil, loyal, fiable, tout ce que vous voulez. Je l'ai adoré, je l'ai trouvé vraiment très charismatique, il m'a énormément plu. Il essaie de lutter un petit peu contre les sentiments qu'il ressent pour Chelsea parce qu'il se rend compte que voilà, avec 6 enfants, c'est une source de problèmes à n'en plus finir. 6 enfants vont de l'adolescence au presque nouveau-né, donc du coup on le voit interagir avec eux, changer les couches, emmener les gamins à un match de foot, assister aux problèmes de cœur des ados. C'était à mourir de rire, franchement c'était génial. Quant à Chelsea, au premier abord, c'est pas le genre de personnage que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est un petit peu trop douce, trop gentille, trop facile à vivre en fait, ça manque de caractère tout ça. Mais elle possède un petit quelque chose en plus qui fait qu'elle rayonne littéralement et que je l'ai énormément appréciée. J'ai lu ce livre en moins d'une journée, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai trouvé ce livre addictif, hyper prenant et rempli de bonne humeur. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, j'ai juste adoré cette histoire. Je termine cette vidéo d'update lecture par un livre que vous avez été très nombreux à choisir pour qu'il inclue ma pile à lire hivernale. Donc ça y est, je l'ai lu en temps et en heure. Ouf, tant mieux. Il s'agit du premier tome de la trilogie Red Rising écrit par Pierce Brown et sorti aux éditions Hachette. Dans cette histoire, on découvre le personnage principal qui s'appelle Darrow. C'est un rouge. Il fait partie vraiment de la caste la plus basse de la société, tandis que en haut, c'est les ors, donc l'élite qui baigne dans le luxe et le pouvoir. Et tous ces personnages habitent sur la planète Mars et Darrow, en tant que rouge, se doit de forer le sous-sol de Mars pour en retirer des éléments nécessaires à la survie des autres castes sur la planète.
Et un beau jour, suite à un concours de circonstances, Darrow va prendre une part active à la rébellion qui cherche à, bien sûr, à éliminer les ors du pouvoir, à renverser complètement l'ordre établi, et pour ce faire, Darrow va devoir devenir un or. Je suis pas sûre que ce soit un livre qu'on puisse mettre dans toutes les mains parce qu'il y a vraiment des scènes de violence récurrentes où on insiste vraiment sur des détails assez sordides. Je l'ai trouvé bien écrit, je l'ai trouvé rythmé, mais surtout je l'ai trouvé hyper complexe et très sombre. Je me suis pas attachée au personnage de Darrow, mais je l'ai quand même trouvé assez fascinant. Il possède une espèce de violence en lui, il est très impulsif et il est assez flippant d'ailleurs. Plus le récit avance et plus sa personnalité va complètement changer. Voilà, il m'a vraiment très intriguée. Quand j'ai lu ce livre, au départ, j'étais bien partie pour lui mettre un 5 sur 5, voire un coup de cœur si affinité, jusqu'à peu près le milieu de l'histoire où là j'ai eu une petite baisse de régime et j'ai commencé à trouver que ce que mettait l'auteur en place commençait à devenir un petit peu longuet. La deuxième partie de l'histoire donne en effet la part belle au complot politique, aux tactiques militaires et aux jeux de pouvoir. On est... je peux pas trop vous en dire plus, mais enfin bon, il se passe plein de choses, il y a quand même énormément d'actions, mais on a une espèce d'endroit où l'on est qui m'a pas tant plu que ça et on y reste quand même pendant super longtemps. Après, même si j'ai mis la note de 4 sur 5 à ce livre, je l'ai quand même trouvé ultra passionnant. Sombre, violent et totalement imprévisible, et j'ai été vraiment plus qu'admirative face à l'inventivité de l'auteur. Et c'est d'ailleurs avec ce livre que je termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui. Quant à moi, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!